Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les titres. Le président de la République a rendu officiel le projet de nouvelle constitution hier dans une annonce à la nation. Alpha Condé a fait savoir qu'une commission technique pilotée par le ministre de la Justice a travaillé sur ce document qui contient 18 titres et 161 articles. Au Sahel, chaque soir, des soldats français en mission installent une base opérationnelle avancée temporaire en plein territoire ennemi pour passer la nuit sous le risque permanent d'être attaqués. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est officiel, le projet de nouvelle constitution est enfin disponible. L'annonce a été faite hier par le président de la République à travers une adresse à la nation. Alpha Condé a fait savoir qu'une commission technique pilotée par le ministre de la Justice a travaillé sur ce document qui contient 18 titres et 161 articles. Il demande au peuple de le parcourir avant un éventuel référendum pour son adoption. On suit le président. Depuis un certain temps, le débat sur la nécessité et l'opportunité de doter la République de Guinée d'une nouvelle constitution en remplacement de celle du 7 mai 2010 s'est installé dans notre pays. D'une part, ceux qui pensent que la constitution du 7 mai 2010 comporte des lacunes, sauf du fait d'avoir été adoptée par un vote du peuple souverain, doit rester telle qu'elle. Avec eux, certains pensent qu'une révision de certaines dispositions en dehors de cette dite intangible peut l'adapter au contexte actuel. Et d'autre part, ceux qui pensent qu'il faille remplacer systématiquement la constitution du 7 mai 2010 par une nouvelle constitution, pour régler des lacunes et incohérences qu'elle comporte, la légitimer par le peuple souverain afin de construire des institutions et notre État. En tant que président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et de l'intérêt général, j'ai décidé de prendre en compte toutes les préoccupations exprimées en confiant au Premier ministre, chef du gouvernement, d'engager une vaste consultation de toutes les couches de la communauté nationale à l'effet de recueillir leurs préoccupations et avis sur la question de la Constitution. Des partis politiques, pas tous il est vrai hélas, des organisations de la société civile, des organisations de femmes et de jeunes, les représentants du secteur privé, les élus locaux et les membres des institutions républicaines ont donné leur avis et même indiqué les axes d'amélioration d'une future Constitution pour notre État. Je saisis l'occasion ici pour remercier les uns et les autres pour leur apport très fructueux au débat, les divisions des enjeux d'une nouvelle loi fondamentale pour notre pays. Le rapport dressé par le Premier ministre en a fait un rapport pertinent, aussi fondamental, contradire la position légitimement exprimée et vu les recommandations formulées par le chef du gouvernement. J'ai instruit le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en charge des relations avec les institutions républicaines, de prendre les dispositions pour élaborer un projet de constitution dans le sens des recommandations faites par l'ensemble des acteurs ayant pris part aux consultations. Par ce mécanisme, j'ai engagé le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution en tirant les leçons de notre passé politique et institutionnel et en permettant à notre nation de faire face aux défis des temps présents et futurs. La commission technique qui a travaillé sous la conduite du ministre de la Justice a produit un avant-projet de constitution qui m'a été remis. Comme l'exige la constitution du 7 mai 2010, j'ai saisi le président de l'Assemblée nationale d'une demande d'avis consultatif sur le texte de l'avant-projet de constitution, dont copie lui a été envoyée à cet effet. Après avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale, j'ai saisi la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis de conformité de la démarche aux exigences de la procédure prévue par les dispositions de la Constitution. Il était annexé à cette demande une copie de l'avant-projet de Constitution et une copie de l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale. Après examen du projet de Constitution par la Cour constitutionnelle et réception de l'avis conforme de celle-ci, j'ai décidé de rendre public le contenu du texte. Ce projet fera l'objet d'une large vulgarisation avant son adoption par le peuple souverain. Après cette annonce du chef de l'État, la réaction de l'opposition, notamment du FNDC, est attendue. Ce vendredi, le Front a convoqué une réunion d'urgence pour s'accorder sur les stratégies à adopter. Quelques-uns se sont déjà prononcés dans la presse. Ils parlent de provocation et de l'annonce d'un coup d'État constitutionnel qui ne marchera pas. Dans nos prochaines éditions, vous aurez les différentes réactions des acteurs sociopolitiques et certainement la déclaration du FNDC.
Aucun cadre ne choisira son copain ni utiliser de l'argent pour choisir un candidat à la députation. C'est du moins la déclaration faite par le chef de l'État à l'occasion de l'ouverture des travaux de la convention du parti au pouvoir hier jeudi au siège à Bessia. Une sortie qui intervient au moment où certaines circonscriptions renferment de nombreuses incompréhensions sur le choix des candidats du parti au pouvoir. Djibril Ba, Ibrahima Sori Souma. Il était très attendu à cette convention nationale du RPG Arc-en-Ciel. Le président de la République n'est pas allé du dos de la cuillère pour parler de la nature du choix des candidats pour la députation aux prochaines élections législatives. Dans son discours, Alpha Condé porte la voix des jeunes et des femmes. C'est très clair. Le RPG est un parti de militants, un parti discipliné. Ce n'est pas un parti d'arrivistes, ce n'est pas un parti d'argent, ce n'est pas un parti d'opportunistes, ce n'est pas un parti de petits copains. Ceux qui pensent ça se trompent. À Sigiri, Kerouané ou encore à Guékédou, des incompréhensions sont nées sur le choix des candidats pour la députation. Le chef de l'État insiste et met en garde les instigateurs. J'ai pris le temps de faire mes enquêtes. Comment on peut être de Kouroussa et aller se faire choisir à Kerouané? Il n'y a pas de fils de Kerouané. Comment on peut être de tel peuple, à des fils là? Il n'y a pas de fils de là-bas. La personne n'a qu'à venir se présenter dans sa préfecture. Donc, nous allons prendre nos responsabilités. On choisira les candidats, pas parce qu'ils ont été manipulés là-bas choisis, on choisira des candidats qui représentent effectivement la volonté populaire. Pourtant, ces candidats non déclarés officiellement d'abord par la Convention pour la députation au compte de Guékédou dit n'avoir aucun problème sur l'adhésion de sa base. Je garde ma sérénité. Pour moi, j'ai été et je reste le candidat désigné par la base à Guékédou à l'union nominale. La Convention nationale du parti au pouvoir, lancée ce jeudi, devra donner publiquement les noms des candidats demain vendredi. Les futurs candidats pour la députation en marge de la Convention se sont exprimés par rapport à la caution fixée par la CENI, 200 millions de francs guinéens pour la liste nationale et 50 millions pour l'uninominal. Je vous propose de les suivre au micro de Djibril Ba. Bon, pour moi, ce n'est pas trop aberrant parce que pour être candidat représentant du peuple, il faut tout attendre. 200 millions, quand nous comparons aux autres pays, à la caution des autres pays, c'est normal. Je trouve que c'est normal parce que c'est une compétition nationale. Donc la CENI a dû prendre toutes les mesures possibles après avoir collecté beaucoup d'informations pour fixer cette fourchette. Moi, en tant que citoyen, je ne peux que respecter la décision de la CENI. Moi, je ne peux que rester derrière la décision de la CENI. Il ne m'appartient pas de dire en tant que citoyen, parce que quel que soit mon statut, ma citoyenneté doit s'apprécier par rapport à mon degré d'obéissance à l'autorité de la chose jugée ou décidée. Autant, l'organe de gestion des élections continue d'exposer sa crise interne suite au retrait des 7 commissaires issus de l'opposition du processus électoral. Ceux restés en fonction se font voir. La directrice du département fichier électoral promet de tout mettre en œuvre pour retirer les mineurs du fichier et traiter le cas des doublons. Rosaline Gauthier-Mounemou, Alsene Camara. Le retrait des 7 commissaires de la CENI du processus électoral n'aura aucune conséquence sur le déroulement du processus, selon ce commissaire de la CENI. Elle affirme que tout ce problème tourne autour de l'accès à la base des données. À l'entendre, tous les commissaires ont participé à l'élaboration du chronogramme et ont tous été délégués pour des missions à l'intérieur comme à l'extérieur du pays dans le cadre, entre autres, de l'installation des démembrements et l'enrôlement des électeurs. Je pense que c'est leur droit de se retirer du processus, mais le retrait de cette commissaire n'arrête pas la conduite de notre chronogramme. La question qui divise, c'est l'accès aux données. C'est la question qui divise. Ce n'est pas la question de dire « je n'ai pas participé », tout le monde a participé. Les kits utilisés pour l'enrôlement des électeurs étaient paramétrés pour 25 jours. S'il fallait repousser ce processus, il fallait également reparamétrer ces machines. Et la CENI ne serait pas en mesure de payer pour cette prestation et même les agents recenseurs. Un enrôlement ne prend jamais en compte
l'ensemble des citoyens qui ont 18 ans. Il y en a qui retardent. D'abord, si on avait repoussé la date d'enrôlement, chose sur laquelle je veux que mon collègue se prononce, il sait que les kits étaient paramétrés. Il fallait envoyer les gens sur le terrain, reparamétrer les kits. Ça allait prendre combien de jours? Est-ce que la CENI a ce budget? On n'a pas ce budget. Le président de la CENI a annoncé récemment qu'il mettrait tout en œuvre pour retirer du fichier électoral tous les mineurs enrôlés lors de la révision des listes électorales. Ce commissaire affirme que le module qui servira de détecter approximativement ces cas est prêt. Le module est prêt et mon adjoint savait qu'on travaillait, que Innovatrice travaillait sur le module à détecter approximativement par le facial les électeurs qui n'avaient pas le droit d'être là, mais qui ont utilisé des faux documents pour se faire enrôler. La directrice du fichier électoral pense que la solution pour que tous les Guinéens puissent être enrôlés, c'est de sortir de ces révisions à titre exceptionnel et de faire des révisions ordinaires. Mais pour cela, il faut doter la CENI des moyens nécessaires. Localiser et capitaliser l'expérience pour une meilleure prise en charge du VIH, c'est le thème d'un atelier de formation qui vient de prendre fin à Fria. Cette formation était destinée aux points focaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet expertise locale au service des populations clés en Afrique de l'Ouest. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara, compte rendu. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet RECAP qui s'étend sur 3 ans. Le projet est financé par Expertise France en partenariat avec l'ONG Fraternité Médicale Guinée et vise 4 pays, à savoir la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée. Durant 10 jours, les points focaux du RECAP ont bénéficié de formations pour pouvoir faire désormais la cartographie de la Guinée. A priori, il faut savoir qu'il y a eu la formation des référents au niveau régional. Et ces formateurs sont venus former des acteurs locaux pour permettre à la Guinée de pouvoir faire sa propre cartographie, d'utiliser ses ressources locales comme des experts, pour permettre à la Guinée d'avoir l'estimation de sa taille, la taille de sa population clé au niveau du pays. Donc c'est pourquoi cet atelier a été organisé en faveur de ces différents cadres qui sont venus de tout le pays. Les formateurs ont su alterner l'approche théorique et pratique pour faciliter la compréhension des participants, d'où leur attente au sujet de la réplique des participants après la formation. Juste après cette formation-là, nous souhaiterions que tous les acteurs participants à cette formation puissent faire la réplication au niveau de leur localité. Et après ça, nous allons mettre en place un projet qui leur facilitera de mettre en pratique les acquis au niveau de la Guinée. Donc nous financerons un projet local de cartographie et estimation de taille des populations. Et c'est les mêmes acteurs qui ont été formés ici qui vont dérouler ce projet-là au niveau de la Guinée. Les participants ont fait des recommandations aux responsables du projet pour une restitution fidèle des formations reçues. D'accompagner les points focaux formés à travers des financements des micro-projets de cartologues au niveau de toutes les régions administratives du pays afin de disponibiliser des données probantes d'estimation de taille des populations clés pour mieux affiner des estimations à leur intention. Les données probables de ce projet pourraient être utilisées par le ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida. La ville des Agrumes abrite pour la toute première fois la foire paysanne des produits agricoles. C'est un événement qu'organise la Confédération nationale des organisations paysannes de Guinée avec l'appui financier du Fonds d'investissement des produits agricoles FIDA. Cette foire a regroupé à la Grande Place des Martyrs des milliers de producteurs agricoles qui ont parcouru des kilomètres. Reportage Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Des exposants sont venus des 4 régions du pays pour participer à cette foire paysanne des produits agricoles dans la ville des Agrumes. Éleveurs, producteurs agricoles se sont tous donné rendez-vous à cette exposition, une manière de participer à la vie économique du pays. Pour la première fois, c'est Kindia qui abrite cette foire paysanne des produits agricoles. C'est pour montrer à l'État guinéen que l'appui qu'il accorde au monde paysan n'est pas fortuit, n'est pas de la gâchis, mais ça va pour le développement économique de notre pays.
L'idée est de mettre ensemble les acteurs du monde agricole, éleveurs et investisseurs dans le but de créer des canaux d'échange sur les filières agropastorales et halieutiques et réduire les délais des produits agricoles. Nous sommes allés sur d'autres productions telles que le maïs, les farines de manioc, donc des tubercules. Puis il y a aussi du beurre de qualité. Nous avons de la pâte d'arachide qui participe et contribue aux différentes sauces que nous avons dans notre pays. La Guinée, avec sa diversité de production agricole, mérite d'être présentée à la face du monde. Une opportunité pour ces différents acteurs des chaînes de valeur agricole de valoriser leur chiffre d'affaires. Nous nous focalisons beaucoup sur l'agriculture qui est pour nous un vecteur de développement en Guinée. Donc l'élevage par la suite pourra être éventuellement intégré dans nos différents programmes. La production agricole a besoin de beaucoup de financement. La production agricole a beaucoup de besoins en produits agricoles, en intrants, en équipements. Les différentes productions végétales par ces agriculteurs démontrent la capacité des paysans à travailler en synergie pour avoir de meilleures qualités de produits agricoles. Ils restent confrontés aux multiples problèmes, notamment le désintéressement des jeunes pour l'agriculture, l'enclavement des zones de production et la commercialisation de leurs produits. Bonne nouvelle pour les habitants de Matoto et environ, une salle Canal Olympia vient d'être ouverte dans la plus grande commune de Conakry. Le complexe, composé en partie d'une salle de cinéma et d'un espace de spectacle, a été inauguré ce 19 novembre en présence des autorités culturelles et administratives. Abdoulaye Sadio Diallo et Barmasori Kamara. Une deuxième salle Canal Olympia à Conakry. Celle-ci est installée à Tombolia dans la commune de Matoto. L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi. À partir de demain, les premières séances commenceront à partir de demain avec une programmation spéciale Noël. Donc les films du moment, Jumanji. À partir de vendredi, il y aura le dernier épisode de Star Wars, La Reine des Neiges 2 et d'autres dessins animés pour les enfants pour profiter pleinement des fêtes. Ceci est un bout de la projection effectuée à l'occasion de l'inauguration de Canal Olympia. Cette salle de 300 places est équipée d'une logistique de dernière génération. Alors le son, c'est ce qui se fait de mieux ici, avec un son 7.1 Dolby Stereo. Les projections aussi, c'est ce qu'il y a de plus en pointe avec la technologie Barco. Et effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la particularité de la salle Canal Olympia, c'est d'être alimentée complètement par l'énergie solaire. Le ministère de la Culture aussi se dit réconforté par cette infrastructure. Canal Olympia est un investissement qui correspond parfaitement aux orientations de la politique culturelle nationale en matière de promotion du cinéma et de l'audiovisuel en Guinée. Pour cela, le ministère restera engagé aux côtés de Canal Olympia pour que le fonctionnement de ce centre soit le meilleur possible. Le maire de Matoto, lui, s'est principalement adressé à la jeunesse de sa commune. Je demande à la jeunesse de la commune de Matoto, singulièrement, de tenir bon ce bijou. En plus de sa diffusion des films, Canal Olympia abritera aussi des spectacles culturels et autres événements du genre. Frontières. À présent, chaque soir, des soldats français en mission au Sahel installent une base opérationnelle avancée temporaire en plein territoire ennemi, un bouviac de blindés pour passer la nuit dans des conditions difficiles et sous le risque permanent d'attaque. Suivez. Lorsqu'ils sont en opération dans le désert sahélien, c'est tous les soirs le même rituel pour les soldats de l'opération Barkhane. Ils forment une BOAT pour base opérationnelle avancée tactique. C'est leur camp pour la nuit en plein territoire ennemi. Le principe, c'est on forme un carré, j'ai envie de dire un peu comme dans les westerns on peut le voir. On forme un grand carré, on dort à l'intérieur avec les gens qui surveillent et pour pouvoir être protégés par les véhicules. La mise en place des véhicules suit un plan bien précis. Le commandement au centre et les blindés à l'extérieur pour servir de bouclier en cas d'attaque. À l'intérieur, les soldats peuvent retirer leur gilet pare-balles. Reste alors à décharger les camions, monter les lits de camp
et astiquer les armes après une journée dans la poussière. Ah, le sable, je crois que c'est une des pires choses qu'il y a ici. Mais après, on s'y habitue aussi. On en a, mais on le nettoie, quoi. On en prend un peu dans la bouche, mais c'est pas grave, on s'y fait. Les missions de terrain durent généralement 2 à 3 semaines. Le confort est minimal, mais peu de soldats s'en plaignent car ils ont été entraînés pour ça. On s'adapte très facilement et puis le soir c'est le moment aussi où on est un peu plus détendu, on peut sortir le jeu de cartes, on peut discuter, rigoler, nous raconter la journée tout en restant quand même opérationnel sur cette mission. Même s'ils se relâchent, les soldats restent en permanence sur le qui-vive. Cette zone, dite des 3 frontières, entre Burkina Faso, Mali et Niger, est en proie ces dernières semaines à une recrudescence d'attaques djihadistes. On est toujours attentif, là. Si l'alerte qui pète, là je pars casque frag, mousse à raser encore un peu sur le pif, mais on reste toujours attentif à la moindre alerte. Mi-novembre, le camp a été attaqué. Plusieurs pick-up d'assaillants, vraisemblablement djihadistes, se sont mis à charger au beau milieu de la nuit. Toute la base avancée est passée en mode combat et les soldats ont fait feu jusqu'à ce que les assaillants battent en retraite. Au milieu d'un terrain hostile que l'ennemi connaît comme sa poche, la base avancée est une cible. Alors, à tour de rôle et malgré leur longue journée, les soldats montent la garde toute la nuit. On cherche des indices, donc souvent on cherche des lumières. On va voir si on ne se fait pas observer. Après quelques heures de sommeil, les soldats lèvent le camp avant la levée du jour. Tout ce qui n'est pas emporté est brûlé sur place. Ils reprennent alors la route jusqu'au soir où un nouvel endroit accueillera la prochaine BOAT. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.